L'intelligence artificielle s'invite maintenant dans les mairies, les départements et les régions. Les agents publics utilisent déjà ces outils, parfois sans cadre clair. Dans ce contexte, les chartes d'utilisation d'intelligence artificielle sont un instrument essentiel pour sécuriser les pratiques. On en parle tout de suite avec mon invité, Sylvain Pontier, avocat associé chez Abeille Avocat. Sylvain, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler ensemble des chartes d'utilisation de l'IA. Mais avant toute chose, que se passe-t-il aujourd'hui dans les administrations avec l'intelligence artificielle ? Alors, évidemment, il y a des grandes disparités selon les administrations, selon leur taille. On ne peut pas comparer une petite commune avec un ministère, un département. Mais il y a une adoption massive de l'IA de la part des agents. Très souvent, il y a ce qu'on appelle la shadow AI, bien connue, qui est le fait que les agents utilisent l'intelligence artificielle sans que leur direction ne soit nécessairement informée. Ils utilisent leurs propres outils. Exactement. Comme on avait le BIOD, eh bien, on a les propres outils IA. Donc des agents vont s'aider pour la rédaction de courriers, vont s'aider pour la rédaction de décisions, vont rentrer à l'intérieur de l'outil un certain nombre de documents sans avoir d'informations sur qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire, sans aucune notion de responsabilité et sans avoir de cadre pour savoir exactement ce qu'ils peuvent faire ou pas. Ça pose quoi comme problème ? Alors, ça pose beaucoup de difficultés, mais je vais prendre des exemples concrets. Le premier, c'est la fuite de données. Un agent va mettre dans un outil d'IA grand public ou obscur des éléments d'information relatifs à un citoyen donné. Ces informations vont partir sur un serveur à l'étranger, sans aucune garantie que ces données ne vont pas être utilisées pour entraîner la machine, ne vont pas faire l'objet d'une extraction, d'une fuite qu'on va retrouver quelque part ailleurs. On peut utiliser pour faire des faux papiers ou je ne sais quoi. Exactement. Autre exemple qui pour moi est encore plus dangereux, c'est le biais. On ne sait pas comment la machine va traiter les informations. Dans le cas, par exemple, de l'attribution d'une aide sociale, rien ne permet de garantir que l'IA n'a pas un biais cognitif qui fait qu'elle va, par exemple, reproduire une discrimination systémique intégrée dans la machine, mais dont l'agent n'aura absolument aucune connaissance. Autre exemple concret, le fait de la perte de contrôle. L'agent est souvent, entre guillemets, bluffé par la capacité de l'intelligence artificielle. Il va se reposer de plus en plus sur la machine. Il a tendance à l'utiliser de plus en plus. Exactement. Il va perdre son sens critique et il va déléguer la totalité de la décision à la machine. Or, ça, en administration, c'est pas possible. Complètement inenvisageable. Et dernier élément qui va avec les autres, c'est le risque réputationnel. C'est-à-dire qu'en cas de décision erronée prise par la machine... C'est quoi le risque, la responsabilité ? La responsabilité, c'est tout simplement une responsabilité pour faute de la part de la collectivité et le risque réputationnel qui peut aller avec telle collectivité, tel ministère, telle administration délègue en réalité ces décisions à une machine et non pas à des êtres humains. Ça serait catastrophique. Alors, dans ce contexte, pourquoi recourir aux chartes d'utilisation de l'intelligence artificielle ? Alors, le fait de ne pas avoir de charte, c'est déjà un choix. C'est mettre ces agents dans le flou. Est-ce que j'ai le droit de le faire ? Est-ce que je n'ai pas le droit de le faire ? Jusqu'à quel point ? Donc, ça génère à la fois de l'inégalité entre les agents et également des situations totalement anxiogènes. Donc, l'intérêt de la charte, c'est qu'elle fait plusieurs choses. D'abord, elle autorise. Donc, elle va dire ça, c'est autorisé. Vous pouvez utiliser tel outil d'intelligence artificielle, spécialisé ou non spécialisé. Donc, l'agent sait qu'il ne se met pas en faute en utilisant tel outil. Par ailleurs, elle interdit. Elle pose une ligne rouge. Elle dit ça, c'est formellement interdit. Il y a des administrations, il y a un département qui a pris position il n'y a pas très longtemps en disant ChatGPT, par exemple, c'est non. On sait que souvent dans l'administration, on veut des outils souverains. Exactement, ou des outils spécialisés. Il y a de plus en plus d'éditeurs qui proposent des outils qui sont adaptés. Et la dernière chose, c'est que ça responsabilise. Les agents savent exactement ce qu'ils peuvent utiliser comme outil. Parce que sinon, s'il n'y a pas ce cadre-là, c'est la porte ouverte à plein de failles, comme vous décrivez tout à l'heure, à des comportements qui engendrent après la responsabilité de l'administration et puis la réputation de l'administration. Et puis une absence de maîtrise. Un ministère ou une collectivité, une administration quelle qu'elle soit, elle prend des décisions qui ont des incidences sur la vie des administrés, qui octroient des droits, qui en refusent, qui en retirent,
Tout ça, ça doit être fait dans un cadre légal, évidemment, et donc ça doit suivre une logique de la collectivité et pas une logique d'un agent IA géré par des algorithmes qu'on ne maîtrise pas. Alors, malgré tout, si on n'a pas de charte, il y a quand même un cadre juridique. Je pense au RGPD, au règlement sur l'intelligence artificielle. Comment ça coexiste, ce cadre, avec si une collectivité décide de rédiger une charte? Comment coexiste à la fois le cadre juridique et la charte? Alors, la charte, ce n'est pas la loi, évidemment. Mais les normes que vous évoquez, RGPD, AI Act, Data Act, sont relativement obscures à mettre en œuvre. On va fêter d'ici peu de temps les 10 ans du RGPD. Il y a fort peu d'agents publics qui sont capables de l'appliquer tel quel ou d'avoir une idée précise. Donc la charte, ça va être une courroie de transmission. Elle va permettre de diffuser au sein de la collectivité ou au sein de l'administration les bonnes pratiques, les bons usages. Et ce qui est essentiel, c'est que la charte, ça ne doit pas être un document qu'on va récupérer dans un cabinet d'avocats ou prendre une des 150 chartes qui existent déjà et la coller dans la collectivité. Il y a un travail de discussion. Il faut faire un atelier IA, une commission IA, discuter avec les agents. Ça veut dire qu'il faut former les agents, exactement, les sensibiliser. Les former, mais aussi déjà partir du besoin et de l'usage. C'est-à-dire, en réalité, pourquoi vous utilisez l'intelligence artificielle? Quels sont vos besoins? À quels défis vous êtes confrontés? Et sur la base de ça, on va pouvoir faire une vraie charte qui colle parfaitement aux usages de cette collectivité, qui va pouvoir être différente d'une autre collectivité ou d'une autre administration. Qu'est-ce qui fait que dans le service public, le contrôle humain est véritablement une nécessité plus qu'ailleurs? Eh bien, il y a une différence fondamentale entre une société privée ou une entité privée et une collectivité publique. C'est que dans une collectivité, comme je venais de le dire, on donne des droits. Par exemple, on attribue des autorisations d'urbanisme. Parfois, on les refuse. On attribue des droits sociaux. On donne des agréments. On donne des autorisations d'occupation du domaine public. Tout ça, c'est fait par des personnes qui tiennent leur pouvoir, souvent par délégation, d'autres personnes qui elles-mêmes ont été élues et qui ont été élues en application de la loi et dont l'exigence est d'appliquer la loi. Au bas d'une décision administrative, il y a le nom d'un être humain qui a des pouvoirs donnés et qui doit pouvoir en rendre compte. Et il ne peut pas y avoir de décision administrative, en France en tout cas, prise par l'intelligence artificielle. Ça peut être une aide, ça peut être un accompagnement, un éclairage, mais à la fin, il faut bien que ça soit un être humain, et le contraire serait absolument terrible. Il faut que, quelle que soit la charte, le pouvoir reste à l'être humain à la fin pour valider la décision. Bien sûr. Alors, ces outils d'intelligence artificielle évoluent très vite. Comment on adapte la charte face à cette évolution des outils? Alors, effectivement, c'est essentiel. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait une nouvelle annonce d'un nouvel outil. Donc, mes recommandations et ce que nous faisons avec les administrations que nous accompagnons, c'est que d'abord, il faut avoir un document qui est relativement light. C'est-à-dire qu'il faut bâtir léger. Les chartes qui font 50 pages, qui rentrent dans énormément de détails, n'auront pas d'avenir probablement. La deuxième chose, c'est qu'il faut une clause de revoyure. Il faut au moins que tous les 6 mois, on se réunisse à nouveau avec l'atelier ou la commission IA, peu importe comment est-ce qu'on l'appelle, pour rediscuter des usages. Est-ce que ça a évolué? Est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a eu des évolutions? Et la dernière chose, c'est qu'il faut impérativement former, accompagner, discuter avec les agents, prendre le temps de comprendre et donc faire évoluer la charte. Si elle évolue tous les 6 mois, c'est pas grave. Au contraire, c'est très bien. Ça veut dire que c'est pas un outil RH, mais c'est un outil de management du changement et de transition et d'évolution. On va conclure là-dessus. Merci Sylvain Pontier. Je rappelle que vous êtes avocat associé chez Abeille Avocat. Merci. Tout de suite.